petit peu de retard, donc on va essayer de tenir le timing dans cette course relais, puisqu'on va bien passer le micro. Alors tout d'abord, donc Frédéric Pierru, qui devait être là, sociologue, a été retenu pour des problèmes de SNCF, qui n'a pas honoré son trajet de Chamonix à ici ce matin. Alors moi je vais vous dire quelques mots qui me sont venus un petit peu en fonction de mes lectures et un voyage récent. Pour vous dire précisément que pour moi, soigner, c'est d'abord et avant tout accueillir. Et ça reprend un petit peu ce qui vient d'être dit. Ensuite, Fabrice Leroy vous présentera les deux intervenants, puisque Frédéric Pierru n'étant pas là, nous avons deux intervenants. Et Claire Georges, qui connaît très bien Frédéric Pierru et qui travaille avec lui, enfin bon, dans le cadre de la PAS, donc permanence d'accès aux soins de santé, va aussi vous dire un petit peu la conception du soin, de l'hôpital, de Frédéric Pierru dans son propos. Donc moi-même, je suis Marie-Josée Delvolgo. Je suis, pour faire simple, hospitalo-universitaire. Alors, soigner, c'est d'abord et avant tout accueillir. Ma lecture récente de l'opticien de Lampedusa m'a confortée dans cette conception du soin, au sens large, de prendre soin. L'opticien de Lampedusa est un héros, et ce héros anonyme et ce personnage réel qui s'insurge intérieurement. Lampedusa n'est-elle pas devenue un maudit état policier? Partout sur l'île, on est accueilli par des uniformes, des matraques et des pistolets. Triste geste de bienvenue. Avec ses amis, l'opticien a sauvé du naufrage parce qu'il se trouvait là, ce matin-là, 47 Érythréens. L'opticien est napolitain. Comme ce tableau du Caravage que, justement, je suis allée voir avec Roland ce week-end, dans l'église de Pio Monte de la Miséricorde à Naples. Je suis originaire aussi, mes grands-parents, donc puisqu'on est tous plus ou moins, on vient de quelque part de loin, de Pantellerie à mes arrière-grands-parents, donc Lampedusa pour moi ça a du sens. À Pio Monte de la Miséricorde à Naples, lequel opticien, donc comme je l'ai dit, est napolitain. Ce tableau rappelle aux fidèles leur devoir de miséricorde, littéralement d'avoir du cœur pour les miséreux. Avec ces jeux d'ombre et de lumière, ces nombreux personnages de la vie ordinaire enchevêtrés sur la toile, la complexité et la difficulté de l'œuvre de charité sont parlantes, et il y faut, semble nous dire le peintre, la foi et l'aide de Dieu. La Vierge, l'enfant et les anges sont représentés sur la partie supérieure du tableau. Reprenant les indications des évangiles, les 7 œuvres représentées par le Caravage sont celles de donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers et ensevelir les morts. Sur le bateau de l'opticien et ses amis, le Galata, au large de Lampedusa, eh bien, ces 8 personnes ont incarné ces devoirs envers l'étranger, ces cornus qu'ils ont aidés à revêtir en arrachant tout ce qu'ils trouvaient dans le bateau, en donnant leurs propres vêtements, donné à boire, à manger, et ils ont accompagné les morts jusqu'à leur sépulture, n'en ayant sauvé seulement 47, à leur grand regret, parmi les 500 naufragés érythréens. L'accueil, je le dis et le redis, est la part la plus importante du soin. Pour moi qui suis à l'hôpital depuis 40 ans, bientôt, enfin oui, si je prends mes années d'études, eh bien je suis absolument convaincue de ce devoir premier du soignant et de tous les autres, de ceux qui sont à l'hôpital. Or, le soin se réduit dans les hôpitaux, notamment au médical, et médicaliser n'est pas soigner, c'est ce que nous disons donc, dans nos nombreux ouvrages avec Roland, et notamment la santé totalitaire. Le soin est relatif à la culture de soi, au souci de soi et des autres,
Et la sécurité qui désigne, on a parlé des mots et du sens des mots et du poids des mots, la sécurité qui désigne la confiance de celui qui croit n'avoir aucun sujet de crainte, l'absence de soucis. Donc, sécurité et soins devraient aller ensemble. Le soin, l'accueil bienveillant, amène la tranquillité de l'esprit, autre sens du mot sécurité que Roland Gori rappelait hier. Aux urgences dans les hôpitaux où les patients sont de plus en plus nombreux, on le sait, je ne fais pas un dessin, les questions de sécurité deviennent prédominantes avec des réponses sécuritaires plus que soignantes. Pourtant, si l'accueil était considéré par les institutions comme la part la plus importante pour les soignants de leur travail et de leur métier, ces problèmes n'existeraient pas ou plus. L'hôpital n'est pas un lieu comme un autre. Je m'en rends compte tous les jours. Ce n'est pas une terrasse de café, un lieu de concert, ni même une église. C'est un lieu où la vulnérabilité est première. Et le médical, pourtant, l'a réduit à une question de diagnostic et de traitement, avec toute leur cohorte de techniques sophistiquées et coûteuses. Les machines elles-mêmes ont un prix, un grand prix, comme le personnel qui doit s'en occuper plus des machines que des patients. Et des familles aussi. Accueillir la vulnérabilité, ce qui doit mobiliser nos pensées et nos actes avant toute autre mission. Dans les problèmes actuels à l'hôpital, les restrictions budgétaires sont pointées du doigt, tel un miroir grossissant, les aspects économiques et les solutions économiques sont mis en avant. Mais je crains que ce faisant, l'on reste dans la même grille de lecture et que ces fausses sécurités réclamées ne changent pas grand-chose. Tout comme les urgences n'ont pas besoin de chiens policiers pour mieux fonctionner. La question des chiens a été posée plusieurs fois à l'hôpital, assez sérieusement. Dans notre monde numérique où la pensée PowerPoint, la réponse technicienne prédomine, l'excellence, la performance poussent à la médicalisation de l'existence et à une technologie sécuritaire, quand le soin, la culture de soi est méprisée. Vous avez entendu sans doute ces derniers jours des infirmières en colère. Ce mois de septembre 2016, elles ont eu à déplorer ces derniers mois le suicide de 5 des leurs et qui ont appelé à une grève du zèle infirmier qui consiste en simplement bien faire ce pourquoi on est payé et d'arrêter de faire tout mal et n'importe quoi. C'est le message que nous martelons à l'appel des appels, même si nous ne faisons pas, peut-être pour certains, grand-chose, mais bon, nous essayons de faire passer ce message. C'est ce message que nous martelons à l'appel des appels dans la transversalité des métiers depuis 8 ans. Retrouver le sens du métier grâce à l'analyse politique de nos métiers. C'est un peu, je crois, l'œuvre de l'appel des appels quand même, et qui restera, quoi qu'il en soit, de notre avenir. L'accueil de l'étranger en détresse, l'accueil de la folie dont les intervenants vont nous parler dans cette table ronde, est un humanisme d'espoir. Le désespoir, lorsqu'il ne nous laisse pas insensibles, nourrit l'espoir. Dans désespoir, il y a espoir. Et nous nous sentons plus vivants quand nous avons pu répondre, même de très modeste manière, à la détresse des autres. En les tirant hors de l'eau, nous dit la journaliste et l'opticien de Lampedusa, la journaliste qui a fait un documentaire qui a eu un prix et cet ouvrage, en les tirant hors de l'eau, lui aussi est revenu à la vie. Lorsqu'il a plongé son regard dans leurs yeux hallucinés entre la vie et la mort, il n'a pas vu des étrangers. Il a reconnu leur détresse, il a compris, comme s'il ouvrait les yeux pour la première fois. Voilà, donc après ces quelques mots d'introduction, je vais laisser la parole à Fabrice Leroy, qui est psychologue, maître de conférence en psychopathologie clinique à Lille, et qui est aussi psychanalyste et psychologue clinicien CMP. Merci. Donc, je m'en voudrais presque d'ajouter quelques mots après ce qui vient d'être dit. Je trouve que ça introduit tout à fait bien notre table ronde. Et puis on a pris un petit peu de retard, donc je vais peut-être, ce que je vous propose, c'est d'aller à l'essentiel et dire quelques mots des intervenants. Donc on commencera par écouter Claire Georges, qui est responsable médicale
PASS, c'est une permanence d'accès aux soins de santé, c'est un collectif, j'imagine vous en direz quelques mots peut-être, donc à l'hôpital Saint-Louis, et dont on peut citer un ouvrage collectif qui s'appelle Soigner l'humain, auquel a participé aussi, je crois, Frédéric Pierru. Nous écouterons ensuite Thierry Najman, qui est chef de pôle de psychiatrie à Moisselles, donc à l'hôpital psychiatrique de Moisselles, et qui vient de publier un livre préfacé par Pierre de Lyon, Lieu d'asile, manifeste pour une autre psychiatrie. Et puis quand même quelques mots de Frédéric Pierru, qui n'a pas pu se joindre à nous pour des problèmes de transport, qui est sociologue à la chaire de santé de Sciences Po et au CNRS, et qui a donc participé avec Claire Georges à l'ouvrage que j'ai cité. Donc je passe tout de suite la parole à Claire Georges. Merci beaucoup, et puis merci beaucoup pour l'invitation. C'est vrai que ce qu'on travaille un petit peu dans les PASS, c'est tout à fait en cohérence avec ce qui est ici, l'appel des appels, l'importance de remettre l'humain dans toutes les réflexions, dans les pratiques, dans ces questions politiques. Je vais parler plus fort. Alors les PASS, ce sont des dispositifs qui ne sont pas très bien connus, donc je vais en dire quelques mots pour planter le décor. Moi, je travaille donc tout à côté à l'hôpital Saint-Louis. L'hôpital Saint-Louis, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un hôpital qui est très intéressant parce que c'est vraiment un hôpital marqué haute technologie, un hôpital de pointe. C'est un hôpital où on traite des cancers, où il y a des greffes de moelle. C'est quand on arrive à l'hôpital Saint-Louis, il y a la figure de Jean Bernard. C'est vraiment un hôpital vraiment de technique, de technologie, de pointe. Et nous, on a une consultation, une petite consultation dans un espace un peu réduit, qui est donc une PASS. C'est une consultation d'accès aux soins pour les démunis. Donc les PASS, ce sont des dispositifs qui ont été mis en place en 1998 dans le cadre de la loi de lutte contre les exclusions. Initialement, les premières consultations précarité, entre guillemets, ont été créées en 1992 à Saint-Antoine, puis en 1993 à Saint-Louis. Et donc il y a à peu près il y a 410 PASS en France, avec des fonctionnements qui sont différents, tenant compte des différentes organisations locales, des territoires. Voilà. Donc, je vais essayer de vous dire ce qui fait le centre de ces deux organisations et la cohérence avec les propos ici. Donc le collectif PASS, donc ce sont des professionnels de terrain qui se sont réunis pour défendre cette micro-activité qui est souvent considérée comme étant un peu annexe, un peu subalterne, c'est-à-dire prendre en charge les démunis. Bon, d'un certain côté, on sait bien que c'est une mission essentielle de l'hôpital public, mais on voit bien en pratique tous les jours que c'est quand même beaucoup un alibi, c'est beaucoup une vitrine qu'on ressort, en particulier quand il y a la visite de l'accréditation de la Haute Autorité de Santé. L'hôpital est bien content de dire qu'on va pouvoir cocher la case. On a une consultation d'accès pour les démunis, mais en réalité, entre les visites, ça retombe et l'intérêt reste plus que limité. Voilà. Donc là, on m'a encore demandé hier, il fallait que je donne le rapport d'activité, alors que personne s'en souciait pendant tout le reste de l'année. Voilà, là, il faut, pour les visiteurs experts, produire des documents qui montrent bien que on a une consultation d'accès aux soins pour les démunis. Bref, alors, les difficultés sont majeures parce qu'on est dans l'hôpital. Ce sont des dispositifs donc qui sont. Je vais parler du dispositif qu'on appelle la PASS dédiée, où dans un lieu, dans une unité de lieu, on a à la fois des médecins qui sont essentiellement des médecins généralistes, des infirmières et des assistantes sociales. Et donc des médecins généralistes dans l'hôpital qui est ultra spécialisé. En plus, la précarité dans un hôpital de pointe, tout concourt à ne pas être en haut de l'échelle, et on est même, ça c'est Frédéric qui en parlait, on est vraiment de façon très intéressante tout en bas de l'échelle sociologique de l'hôpital. Donc, à nouveau, dans un hôpital vraiment extrêmement pointu. Donc, des choses vraiment déjà difficiles dans cette professionnalité, hein, parce qu'on n'est pas considéré comme étant toujours légitime pour faire partie de cet hôpital de pointe, qui est marqué sur vraiment très, très technique. Et puis, un autre élément de difficulté, c'est la logique de la rentabilité. On est quand même dans une logique que tout le monde connaît, de économie, de rentabilité, de rationaliser les dépenses, etc.
Mais de ce point de vue-là, la PASS n'est absolument pas considérée comme quelque chose de rentable, puisque au contraire, on a un peu l'impression que ça génère des dépenses et des non-valeurs. Ce qu'on appelle des non-valeurs, c'est des patients qui n'ont souvent pas de prise en charge, qui vont pas ramener de finances à l'hôpital. Bon, donc tout concourt à rendre notre fonction difficile et au fait que on est de plus en plus, on a très peu de moyens d'action, on est limité, et comme il y a peu de visibilité, difficile d'identifier, comme on n'est pas dans la logique de la tarification de l'activité, difficile de montrer aussi ce que l'on fait. Et voilà, c'est bien le cœur de la question, c'est que ce qu'on essaye de faire, le soin qu'on essaye de prodiguer, c'est justement du soin qui est avant tout du prendre soin, qui est vraiment du soin qui nous paraît aussi, hein, c'est ça ce qu'on a voulu mettre dans le livre Soigner l'humain, manifeste pour un juste soin, un juste coût, c'est que le soin, le prendre soin, c'est du soin aussi performant et c'est du soin efficient. Bon, le collectif passe très rapidement, donc finalement on s'est dit, moi à l'hôpital Saint-Louis, quand j'ai été nommé responsable de l'unité en 2006, j'ai eu mon chef d'unité, mon chef de pôle, etc., qui étaient au-dessus de moi et qui ont continué à prendre les moyens qu'on avait pour notre activité. Et je me suis dit, comment faire autrement que d'essayer de voir les autres et de se réunir et d'être dans une logique d'un collectif qui aura peut-être un certain poids pour contrecarrer les difficultés qu'on a forcément chacun de façon individuelle. Et donc voilà, donc c'est un mouvement qui s'étend, qui s'appelle le collectif PASS, qui est devenu le collectif national des PASS, qui regroupe non toutes les PASS en France, mais beaucoup d'acteurs de terrain des PASS. Et là où je voudrais vraiment amener un témoignage, c'est que finalement, puis un témoignage optimiste et d'espoir, c'est que peut-être il y a vraiment des moyens. Il y a vraiment des moyens de faire face et de trouver des modèles qui marchent et qui sont à la fois productifs de bons soins, productifs de satisfaction au travail et aussi peu coûteux. Alors, donc, je vais donner l'exemple. Alors, nous, à la Consortium d'accès aux soins pour les démunis, on reçoit particulièrement des patients, on va dire entre guillemets, considérés comme difficiles, c'est-à-dire des patients SDF, des patients qui n'ont pas de prise en charge, des migrants en situation irrégulière, donc des patients qui ne parlent pas français. Donc pour dire les choses clairement, ce sont des patients qui sont souvent indésirables et on entend souvent des personnes dans l'hôpital qui disent mais comment, par exemple, on a dit à mon interne récemment qu'elle arrivait en garde un soir aux urgences et on lui dit ah mais comment tu travailles à la consultation Verlaine? Mais c'est horrible, tu vois des SDF toute la journée, mais tu as dû être classée dernière de l'internat pour avoir ce poste-là. Et alors elle a répondu, mais non pas du tout, au contraire, je suis en dernier semestre et j'ai été très bien classée. Et d'ailleurs, ce qu'on fait, c'est vraiment, c'est vraiment très intéressant, etc. C'est très formateur. Et pour dire que là, on est vraiment dans des questions vraiment très, très, très ancrées. Et aussi, l'autre élément, comme ça, d'idée reçue, c'est de se dire, on nous dit souvent, mais ça doit être vraiment terrible de travailler dans ces consultations. Les gens doivent tenir le choc pendant quelques mois, puis partir. Il doit y avoir de l'absentéisme terrible. Et alors ça, on a fait un travail très intéressant où on s'est réunis avec une agence nationale qui s'appelle l'Agence nationale d'appui à la performance. Et on a mené une enquête de terrain, alors de façon très intéressante, c'est qu'on a été interrogés pour la première fois, non les chefs de pôle et les directions, mais les agents de terrain. Et on a recueilli près de 300 questionnaires de personnes qui travaillent dans toutes les régions de France. Et de façon, mais totalement presque pour certains décideurs contre-intuitive, mais finalement en réalité plutôt intuitive, et les professionnels sont très contents de travailler. Et ça, et un des marqueurs de ça, c'est que l'absentéisme est extrêmement faible. On a noté 1,07 un taux d'absentéisme, un taux extrêmement faible, beaucoup plus faible que pour les personnels non médicaux que l'on retrouve dans la plupart des hôpitaux. Et par ailleurs, un taux d'absentéisme, donc un taux d'absentéisme est extrêmement faible, et taux de roulement, un turnover très faible, c'est-à-dire que les personnels restent très longtemps. Nous, à Saint-Louis, nos 2 infirmières sont là depuis plus de 10 ans. On a des médecins qui travaillent à la PASS, qui viennent travailler certains en venant de loin, une collègue qui vient du Val d'Oise, un collègue qui vient tous les jeudis matins de Neuilly, un autre collègue qui vient de Drancy, et qui viennent parfois donc depuis
plus de 10 ans pour travailler à la passe. Donc, alors, alors les éléments d'explication, et qu'on a aussi travaillé avec Frédéric, les éléments d'explication, c'est la qualité de vie au travail, qui est aussi productive de qualité des soins, et finalement, ce qui est très intéressant, et alors là, le lien avec la question de la sécurité, alors donc il y a aussi c'était le premier étonnement, c'est finalement la première surprise, se dire tout l'hôpital semble en souffrance. Moi, tout autour de moi, on va en reparler, j'entends des collègues qui n'en peuvent plus, des collègues qui sont sous pression, on entend vraiment partout dans l'hôpital la souffrance liée en grande partie justement au contexte de pression, et on nous contraint à faire ce qu'on sait n'est pas ce qu'on doit faire. C'est peut-être ça la souffrance la principale. Et justement, dans la passe, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est tellement hors cadre, on est tellement face à des situations qui sont jamais les mêmes, tellement hors protocole, que on ne peut pas appliquer des cadres, on ne peut pas être dans les standards. Et que justement, c'est là où c'est vraiment génial, c'est que ça remet en avant la capacité humaine du soignant de savoir ce qu'il faut faire, de trouver ce qu'il faut faire, d'activer son intelligence pratique, sa sagesse pratique, sa capacité de s'articuler avec les autres, sa capacité de réfléchir et trouver la meilleure solution pour le patient. Et finalement, on se rend compte qu'on fait des miracles. C'est qu'à chaque fois, moi je suis étonnée, les infirmières trouvent toujours comment contenter le patient et trouver une solution qui sera non dispendieuse d'ailleurs, qui sera dans le meilleur intérêt individuel et collectif. Et en même temps, qui leur donne la satisfaction d'avoir fait du bon travail et d'avoir trouvé du sens dans le travail. Pour finir sur la question de la sécurité, et puis la question qui se pose beaucoup de la violence à l'hôpital, et c'est ce qu'on voulait travailler avec Frédéric, partir du point que je lui ai exposé, c'est que, étonnamment, alors même qu'on reçoit des usagers qui ne connaissent pas les codes du système, qui souvent sont en insécurité, qu'on pourrait imaginer être très dans l'urgence, ne pas supporter, être dans l'immédiateté, ne pas supporter l'attente, etc. Et bien, étonnamment, plusieurs personnes ont constaté la salle d'attente est très calme. La salle d'attente est calme et on n'a quasiment jamais recours à la sécurité. Que pourtant, en effet, on voit de plus en plus, on voit partout dans l'hôpital. Alors à nouveau, ce deuxième questionnement et étonnement, sujet d'étonnement, c'est pourquoi est-ce que c'est comme ça? Et bien c'est justement parce que on laisse activer les capacités de l'humain, en particulier des infirmières de l'accueil, qui, comme vous le disiez, ont vraiment la possibilité d'activer ce côté essentiel, l'accueil, l'écoute, l'empathie, le prendre soin. Et finalement, c'est ça qui déconnecte, c'est ça qui permet de déconnecter les conflits. Évidemment, c'est pas du 100%. Mais malgré tout, on se rend compte que quand on écoute avec une vraie sollicitude les demandes, qu'on leur répond de façon la plus proche de l'humanité, et bien, les choses se passent bien. Je vais donner un exemple d'un cas qui était vraiment complexe, et pour dire comment les articulations peuvent être difficiles. Une patiente de 73 ans qui arrive d'Algérie avec une masse abdominale explorée depuis plusieurs mois dans différents pays, et la famille qui n'a plus de solution, et qui a eu notion d'un patient qui a de leur connaissance, qui a guéri à Saint-Louis, décide en dernier espoir de l'amener aux urgences de Saint-Louis. Donc là, la dame a une douleur abdominale, elle n'est pas en très bon état, mais quand même, elle n'est pas en état d'être nécessairement hospitalisée. Le premier bilan est fait, elle est gardée une nuit aux urgences, et il nous l'envoie à la consultation pour essayer de débrouiller le problème. Alors le problème, c'est une dame qui est en fauteuil roulant, qui a des grosses jambes, des œdèmes, qui finalement est très altérée par sa maladie, qui est probablement un cancer, mais on n'a pas encore de preuves. Elle vient avec un fils d'Algérie, puis un accompagnant. Alors le fils dit... il faut nous aider. Voilà. Moi, on avait prévu de l'hospitaliser, mais finalement, on ne l'apprend pas. Alors que faut-il faire? Alors l'analyse sociale, c'est une dame qui est sous visa. Donc, ce qui est important, c'est que sous visa, c'est à la charge de la personne et de la famille. Donc, cet élément, il est à prendre en compte avant de dire, parce que ça peut aussi, si elle est hospitalisée, ça devient à la charge de la famille. Donc, ça peut être très très lourd aussi de conséquences. Alors, donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est
c'est vraiment d'écouter la demande, de voir. C'est vrai que la situation de la personne était difficile parce que le fils avait pris un hôtel à côté de Saint-Louis, mais un hôtel qui avait un étage, qui n'avait pas d'ascenseur, donc c'était très difficile. Et pourtant, si on hospitalisait la patiente, c'était pas forcément non plus son intérêt. Donc on a travaillé, on a parlé pendant toute la matinée avec la patiente, et puis on a articulé avec nos collègues de l'hôpital. On a organisé pour le lendemain une fibro avec biopsie, parce qu'en fait la demande, et on a vraiment aussi écouté quelle était la demande de la patiente et de son entourage. Leur demande, c'était d'avoir une certitude, parce que dans tout leur parcours et le séjour récent en hospitalisation en Algérie, ils n'ont pas fait de biopsie. Donc en fait, elle avait toujours cette idée d'incertitude que peut-être elle avait une maladie qui pouvait guérir. Donc on a fait tout pour activer le prélèvement, donc la fibro, le lendemain de la consultation, ce qui a donc été fait, et on a organisé une consultation avec les résultats le vendredi, en présence. Oui, en fait, on voyait bien que cette patiente allait se dégrader, qu'à un moment donné, il n'y aurait plus de possibilité pour elle d'un choix, qui nous a paru quand même, voilà, lui permettre de faire un choix sur la suite de sa vie. Et on a organisé une consultation commune avec les médecins de la PAS, la cancérologue et la responsable de soins palliatifs. Et on a passé 3 quarts d'heure avec la patiente pour bien comprendre, lui expliquer les éléments de la situation qui étaient, à vrai dire, terribles, à savoir que cette patiente était en état tellement avancé que elle n'était pas en état de subir, on ne va pas dire bénéficier, d'une chimiothérapie. Et donc, elle qui était venue avec l'espoir de guérir, elle a pu faire face à la réalité et au final faire elle-même le choix d'être rapatriée et de mourir auprès des siens. Bon, alors cette illustration pour dire que au début il y avait aussi et on le ressent parfois des interpellations, parfois des familles qui mais comment il faut nous aider et face à ça la réponse si elle n'est pas explicitée, si elle n'est pas évoquée vraiment avec humanité, mais tout en étant dans l'écoute de la demande de l'autre, ça peut vite générer de l'insécurité. Et c'est vrai que bon, la démarche qu'on a un petit peu qu'on élabore dans les PAS, c'est une démarche qui nous semble devrait être élargie dans tout le système de santé. Ce n'est pas exclure toute la partie technique, mais c'est vraiment remettre en avant toutes ces dimensions de l'humain qui sont en fait extrêmement performantes. Et c'est vrai que l'alerte par rapport à ces questions d'insécurité, c'est finalement l'hypothèse qu'on faisait avec Frédéric, c'est de se dire que est-ce que cette violence à l'hôpital qu'on observe n'est pas aussi une violence de l'hôpital ? À savoir, est-ce que ce ne sont pas les conditions dans lesquelles on place les soignants qui vont générer des réponses qui sont parfois violentes et qui pourraient l'être autrement si on nous laissait développer les capacités, c'est-à-dire avoir le temps nécessaire et puis avoir vraiment les possibilités de ne pas être dans des logiques qui sont toujours imposées, mais qui partent du terrain. Voilà l'expérience, et il me semble l'expérience enrichissante qu'on pourrait tirer des passes pour l'élargir dans le reste du système de santé. Bien. Bien, merci de me donner la parole. Et merci à Roland Gori de m'avoir proposé de venir dire aujourd'hui quelques mots, parce que justement cette question, la sécurité est-elle ailleurs, est au cœur de mes questionnements, de mes réflexions ces dernières années, et est au cœur finalement du livre dont vous avez donné le titre tout à l'heure, Lieu d'asile, que Odile Jacob a bien voulu publier, et
et qui est le fruit finalement d'un travail hospitalier de plusieurs années. Moi, ce que j'ai envie de dire relativement à la question de la sécurité, il me semble que l'hôpital permet de poser cette question de la sécurité à la fois d'une façon nouvelle, mais d'une façon qui est de nature, je crois, à éclairer le débat. Je vais essayer de dire un petit peu pour quelles raisons. Mais il me semble que la question de la sécurité qui est omniprésente dans l'hôpital, et en particulier dans les services de psychiatrie, eh bien, se pose d'une façon assez singulière, et cela permet de renouveler, de reformuler, peut-être même de subvertir la question de la sécurité. Cela a trait, me semble-t-il, avec le public qui est accueilli dans les services de psychiatrie et qui, vous le savez probablement, pour la majeure partie des personnes qui arrivent en hospitalisation dans les services de psychiatrie sont des patients qui souffrent d'une pathologie qu'on appelle la psychose. Et on le sait, les patients psychotiques, les schizophrènes, ont connu originellement une situation d'insécurité réelle qui a marqué leur existence et qui va par la suite venir solliciter de façon très récurrente la limite et la sécurité dans toute une série de contextes. Donc, je crois que cela va venir colorer en quelque sorte la question sécuritaire lorsqu'elle se pose dans un établissement de soins. Et je pense que l'hôpital est d'une certaine façon comme une sorte de laboratoire, au fond, pour la question de la sécurité, non pas dans le sens où on pourrait y faire des expériences sur les patients, mais dans le sens où dans un espace un petit peu circonscrit, on va pouvoir, d'une façon que je qualifierais volontiers de scientifique, examiner la question de la sécurité sous différents aspects et en tirer un certain nombre de conclusions qu'il est possible d'ailleurs d'extrapoler dans d'autres domaines de notre société. L'hôpital, d'une certaine façon, du fait de ce que j'ai commencé à exposer, va amplifier cette question et va peut-être, je crois, permettre de démêler, de clarifier un certain nombre d'aspects des questions qui ont à voir avec la sécurité, pour aboutir peut-être parfois à un certain nombre de propositions quelque peu iconoclastes. Alors, je voudrais en dire un ou deux mots, mais je crois qu'il est important d'avoir à l'esprit que dans un établissement psychiatrique ou dans un service de psychiatrie à l'intérieur d'un hôpital général, eh bien, la sécurité se pose de façon absolument permanente. Lorsque, dans un service de psychiatrie, l'on accueille, parce que c'est le cas, dans tous les services de psychiatrie, on accueille des personnes qui sont à un moment de crise existentielle, de crise subjective aiguë, et que ces personnes sont accueillies pendant un certain temps, 24 heures sur 24, en hospitalisation à temps complet, et parfois de façon contrainte, eh bien, un certain nombre d'ingrédients sont réunis qui ne peuvent que faire le lit
d'une certaine forme d'agitation. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens arrivent en hôpital psychiatrique ou en service de psychiatrie. C'est parce qu'il y a une certaine forme d'agitation qui est là, qui peut déboucher sur de la violence, sur des passages à l'acte. Donc, la question de la sécurité ne peut être que présente. Et au fond, les professionnels de la psychiatrie, les infirmières, les psychologues, les médecins, devraient être avant tout des experts de cette question et tout mettre en œuvre pour ne pas basculer vers toutes sortes d'accidents et ne pas se laisser piéger en quelque sorte par par ce contexte, en mettant en œuvre un certain nombre de dispositions qui parfois sont contre-productives. Donc cette question se pose d'une façon singulière à l'hôpital. Et qu'est-ce que l'on peut dire à ce sujet? Je voudrais, pour ne pas prendre trop de temps, m'attarder juste peut-être sur un ou deux points qui me paraissent importants. En premier lieu, moi j'ai envie de dire, tout à l'heure certains intervenants essayaient de distinguer dans le vocabulaire le sécurité, l'insécurité, le sécuritaire. À titre personnel, je considère que sécuritaire renvoie à des notions qui sont absolument hétérogènes. La sécurité, j'aurais envie de dire, c'est quelque chose de très simple et d'absolument nécessaire et légitime. Roland Gori disait hier que pour l'appel des appels, il n'y a pas de liberté sans sécurité. Je partage absolument ce point de vue. La sécurité, cela consiste tout simplement à mettre en œuvre un certain nombre de dispositions qui sont de nature à limiter les risques. C'est absolument normal, c'est absolument nécessaire, et je suis le premier dans mon service hospitalier à rechercher la sécurité des professionnels, la sécurité des patients, et on ne peut pas travailler sereinement dès lors qu'on a le sentiment que cette sécurité n'est pas présente. Je vais laisser de côté la question de l'insécurité, mais un certain nombre de sociologues ont déjà eu l'occasion de montrer, je pense en particulier aux travaux de Laurent Mucchielli et à d'autres, ont déjà pu montrer qu'il n'y a pas de rapport de symétrie entre sécurité et insécurité. L'insécurité est une notion éminemment subjective qui mérite d'être traitée de façon... d'être traité à part entière, c'est une autre histoire. Mais la sécurité, c'est tout simplement cela, à mon sens, c'est la recherche de dispositions dans le travail qui vont limiter les risques auxquels vont être confrontés les professionnels, les patients, les personnes qui sont présentes dans un service hospitalier. La logique sécuritaire, c'est quelque chose qui est d'un tout autre ordre. La logique sécuritaire, au fond, c'est un fantasme. Cela renvoie à un fantasme qui est celui d'éradiquer de façon absolue et bien toute forme de risque. Et on voit bien qu'une politique sécuritaire ou une logique sécuritaire va projeter ceux qui prétendent pouvoir aller dans cette direction dans un univers tout à fait différent, puisque cela engage immédiatement dans un engrenage sans fin, dans une surenchère infinie, et qu'il ne sera au fond jamais possible d'aboutir à une absence totale de risque, si ce n'est dans la mort, car le fait même de vivre, le fait même de parler, le fait même de penser confronte immédiatement un certain nombre de risques. Et donc, dans un établissement de santé, on voit bien qu'il y a tout un spectre de dispositions qui vont de la mise en pyjama des patients, de la suppression du téléphone. D'ailleurs, je laisse de côté pour l'instant les aspects juridiques, mais qui méritent évidemment d'être interrogés lorsque on voit que dans un certain nombre de services, de façon systématique, on va retirer les téléphones, on va interdire la visite des amis, des proches, de la famille, on va décider de fermer la porte du service à clé. Enfin, il y a mille et une dispositions dans la plupart des services, d'ailleurs dans la majorité des services français et européens d'ailleurs, il faudrait examiner pays par pays, mais enfin, disons dans une grande partie des pays de l'Union européenne,
de pratiques qui sont prises, parfois sans se poser beaucoup de questions, parfois sans examiner véritablement les tenants et les aboutissants juridiques, mais tout cela peut aller très très loin jusqu'à la mise sous contention des patients, c'est-à-dire cela consiste à sangler les 4 membres, parfois pendant très longtemps, mais ça ne s'arrête pas là, puisque je le disais tout à l'heure, la logique sécuritaire est une logique sans fin. On peut après considérer qu'il y a toujours des risques, que le patient, par exemple, se détache. Enfin bon, donc on peut mettre des caméras, on peut mettre des interphones, et puis ça ne suffit pas. Donc tout cela peut continuer absolument à l'infini, et on peut installer, on a vu parfois dans certains hôpitaux, des rapports officiels en témoignent, mettre des sondes urinaires sur des patients qui sont parfois sanglés pendant des mois, y compris dans des établissements de la région parisienne. Et donc, ce que je veux dire, c'est que, au fond, il me semble que l'on peut définir, je disais tout à l'heure, que l'hôpital permet de jeter un regard un peu nouveau sur la question sécuritaire. Eh bien, là, je crois qu'il y a quelque chose que l'on peut dire d'assez précis. Il me semble que l'on passe du registre de la sécurité à la politique sécuritaire dès lors qu'on franchit un certain seuil qui est le suivant, qui est le moment où les dispositions qui sont prises se retournent, empêchent le soin et même se retournent contre le soin, ni plus ni moins, ce qui est quand même pas la moindre des choses dans un établissement de santé, mais on en arrive là, à un moment donné, cela se retourne contre les soins, et in fine, cela se retourne contre les malades, et même contre les professionnels, et même contre la sécurité. Donc c'est ça le comble, c'est que les mesures, les dispositions de restriction de liberté qui sont prises finissent par se retourner contre la sécurité du malade. Parce que vous savez, quand un patient est attaché les 4 membres, il y a toute forme d'accidents qui peuvent survenir. Il peut étouffer, il peut faire une phlébite, une embolie pulmonaire, il peut faire une fausse route. Et là, on est dans un sujet qui, je n'hésiterai pas à dire que c'est un sujet tabou, parce que personne ne sait actuellement en France combien il y a de patients qui sont sanglés, qui sont contentionnés. Je crois que la plupart ne veulent pas regarder cette question telle qu'elle apparaît dans la réalité. On est face à un tabou. Mais j'aimerais dire autre chose, parce que je le disais, l'hôpital permet de regarder, de clarifier cette question d'une façon peut-être différente, même si on peut ensuite s'appuyer sur l'analyse qui peut être faite dans un hôpital pour probablement examiner cette question dans d'autres secteurs de la société. Mais j'ai envie de dire que, me semble-t-il, l'hôpital permet de montrer un résultat tout à fait intéressant, qui est tout simplement de regarder, d'examiner le couple liberté-sécurité d'une façon différente de ce qu'il est communément admis, parce que eh bien, il est très habituel dans les médias, dans le discours courant, d'entendre qu'il y aurait une sorte de rapport d'antinomie entre la liberté et la sécurité. Oui, on a envie d'améliorer la sécurité, alors on va limiter un peu les libertés publiques, on va un petit peu peut-être restreindre les libertés fondamentales, mais en même temps, cela est nécessaire parce que cela va augmenter la sécurité, et on a en permanence besoin, et cela figure dans un certain nombre, dans une certaine littérature psychiatrique également, hein, que on ne pourra pas faire autrement. Liberté et sécurité, cela fonctionne en opposition, nous dit-on. Et je crois que, et c'est une des conclusions, un des aspects que j'ai voulu souligner dans ce travail que j'ai publié, c'est que, en réalité, cela ne correspond pas à ce que l'on observe sur le terrain. Et on peut le montrer d'une multitude de façons, y compris de façon chiffrée d'ailleurs, mais cela me semble un point absolument important. J'ai la conviction, et nous avons, avec mes collègues de travail, acquis un certain nombre d'arguments fondés sur l'expérience de terrain, qui montrent que la plupart du temps, dans un hôpital, dans un établissement de santé, la liberté et la sécurité fonctionnent de concert.
marchent ensemble. Et c'est absolument marquant d'observer ce qui se dit un peu partout sur le sujet, parce que dans la réalité de terrain, eh bien, lorsque on respecte, lorsque l'on fait un travail d'élaboration collective et que l'on essaye de respecter le plus possible les libertés individuelles, on se rend compte que pour toute une série de raisons, cela va venir renforcer la sécurité. Évidemment, je pourrais dire que cela est lié au fait qu'on va améliorer la confiance, on va améliorer la relation avec les patients, que cela va permettre d'admettre plus facilement des patients librement plutôt que sous la contrainte. Et tout cela serait vrai. Mais il y a des raisons beaucoup plus fondamentales et beaucoup plus fortes qui m'incitent à aller dans ces directions. Et je voudrais me permettre d'en dire quelques mots si j'ai encore un petit peu de temps, parce que je sais que le temps défile et que... ouais. Alors, une chose tout à fait importante, me semble-t-il, je crois qu'à partir du moment où l'on ouvre les portes d'un service hospitalier, parce que vous savez peut-être, mais la majeure partie des services hospitaliers de psychiatrie, actuellement, ça a été montré de façon très objective par différents rapports. Je pense en particulier aux travaux du contrôleur général de privation de liberté, qui produit des rapports annuels, mais vous avez peut-être vu que Madame Adeline Hazan a publié il y a quelques mois, pour la première fois d'ailleurs, un rapport sur la psychiatrie qui examine de façon nationale ce qui se produit dans les établissements de santé. Et donc la majeure partie des services fonctionne avec les portes fermées à clé, et il est assez raisonnable de penser que cela va aller en s'amplifiant dans les années à venir, puisque rien n'est fait qui pourrait améliorer, me semble-t-il, les choses. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que lorsqu'on ouvre les portes, mais quand je dis ouvrir les portes, c'est-à-dire lorsque l'on fait en sorte que la serrure de la porte d'entrée et de sortie d'un service ne soit pas fermée à clé, c'est ça que je veux dire, eh bien, au fond, cela va impacter, va induire des effets sur l'ensemble de l'organisation d'un service. Et que, finalement, cela permet d'ouvrir, ni plus ni moins, un espace clinique. Cela permet d'ouvrir un espace psychique, à la fois pour, je crois, les professionnels et les patients. Et que cela va permettre également d'ouvrir un espace psychothérapique. Il faudrait se questionner sur ce qu'on entend par soin dans un hôpital, sur ce qu'on souhaite comme soin dans un établissement de santé. Mais je vais vous dire une chose, lorsqu'un patient est admis dans un service de psychiatrie et que la porte n'est pas fermée à clé, immédiatement, le patient se retrouve face à un choix. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis là? La porte est ouverte, je peux partir. Et au lieu d'être en permanence en train de se poser la question comment est-ce que je vais m'y prendre pour faire le mur, et bien dès lors que le patient se dit mais qu'est-ce que je fais là, immédiatement on est dans la psychothérapie d'une certaine façon. Et le fait de placer le patient devant ce choix est quelque chose qui est absolument décisif. Mais j'ai envie de dire autre chose, et je terminerai peut-être mon propos là-dessus, pour laisser la place à la discussion, mais de quelle façon est-ce que l'on peut traiter l'agitation et le risque de violence dans un service de soins? Je crois qu'il n'y a pas mille et une façons, il n'y a pas mille et une méthodes. La meilleure méthode, c'est la prévention. Parce que vous savez, lorsqu'un processus violent est déjà engagé, il est extrêmement compliqué d'être dans la désescalade, et c'est beaucoup plus simple de mettre en œuvre des mesures
qui vont prévenir l'agitation que de devoir interrompre un processus. Et de quelle façon est-ce que l'on peut être dans la prévention? Eh bien, je crois que prévenir le risque d'agitation, le risque de violence, cela procède essentiellement d'un travail sur l'ambiance à l'intérieur d'un service. Et je crois qu'il faudrait redonner ces lettres de noblesse au concept, enfin, véritablement faire un concept de l'ambiance, comme cela d'ailleurs a été le fruit du travail de ceux qui ont développé toute une réflexion qui a été qualifiée de psychothérapie institutionnelle et qui est désormais en train de tomber en désuétude. Mais je veux dire que si on ne travaille pas sur l'ambiance, qu'est-ce que c'est l'ambiance au fond? Comment est-ce qu'on pourrait conceptualiser l'ambiance? Je vais très vite, on n'a pas le temps, peut-être on y reviendra dans la discussion, mais au fond, j'ai envie de dire que travailler l'ambiance, c'est un petit peu travailler le transfert à l'échelle collective, parce que l'ambiance, c'est finalement le résultat, en quelque sorte, de l'addition, de la somme des relations entre les personnes qui sont présentes à l'intérieur d'un pavillon. Et donc, si on ne se pose pas la question de la façon d'améliorer le climat de travail, le climat du soin à l'intérieur d'un service d'hospitalisation, eh bien, il faut s'apprêter à connaître un certain nombre d'ennuis. Et au fond, l'hôpital, je le disais tout à l'heure, permet de jeter un regard un petit peu nouveau, scientifique, sur ces questions à l'intérieur d'un espace circonscrit. Mais vous savez, la psychiatrie, au fond, est un petit peu un miroir grossissant de la société en général. Et le fait qu'il y ait actuellement, parce qu'on peut le dire, qu'il y ait autant d'atteintes aux libertés individuelles dans les établissements de santé, eh bien, est particulièrement inquiétant pour la démocratie en général. Et je ne vais pas y revenir, mais on sait que dans un certain nombre de régimes politiques, dans un certain nombre à un certain nombre d'époques où certaines formes de totalitarisme ont malheureusement régné dans certains États, on sait que la psychiatrie a pu être utilisée à des fins politiques, a pu être instrumentalisée, et je crois qu'il serait bon de se le rappeler à certains moments, à un moment où la psychiatrie est particulièrement menacée dans notre pays.